Merci d'avoir choisi Télé Sahel pour vous informer. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le président de la République, chef de l'État, Mohamed Bazoum, s'est entretenu ce samedi en fin de matinée avec une délégation de Build-Up Area conduite par son président directeur général. Au centre des échanges, les nouvelles perspectives de coopération entre le Niger et le groupe BEIA étaient au centre des échanges. Aliou Ibrahim Mohamedou Adamou. Le président directeur général du groupe nigérian BEIA à Niamey, Elhadj Abdoul Samad Rabiou, a été reçu en audience par le président de la République. Au centre de ces échanges, l'amitié entre le Niger et le Nigeria de manière globale et les perspectives de coopération entre le Niger et le groupe nigérian BEIA, l'un des leaders du ciment et de l'agro-industrie. À sa sortie d'audience, le président directeur général du groupe BEIA Nigeria a indiqué avoir présenté ses félicitations et salutations au président de la République, avant d'évoquer la dynamique de sa fondation à appuyer le Niger, surtout dans le domaine de l'éducation. Au-delà de ces nouveaux liens, le patron du groupe BEIA s'est félicité des liens historiques qui unissent le Niger et le Nigeria. 3 millions de dollars US seront immédiatement mobilisés par la fondation Samad Rabiou pour appuyer les efforts du gouvernement nigérien pour promouvoir l'éducation. Le président de l'Assemblée nationale, Seynou Oumarou, a regagné Niamey en début d'après-midi de ce samedi 23 juillet 2022 de retour de N'Djamena au Tchad, où il a participé aux travaux de la deuxième conférence des présidents du comité interparlementaire G5 Sahel. Il a été accueilli à l'aéroport international Djori Hamani de Niamey par le premier vice-président de la dite institution, Kalla Amora. Suite donc de cette édition avec la ministre de l'Environnement et de la lutte contre la désertification qui a entamé hier une mission de suivi de la campagne agro-silvopastorale et hydraulique de la région de Maradi. Les départements d'Agué et de Gazawa ont constitué les premières étapes de la mission. Gungbirbima et Nassirou Nakakani. Accueilli à Sabolaï dans le département de Gazawa, première étape de la mission de suivi de la campagne agro-silvopastorale et hydraulique conduite par la ministre de l'Environnement et de la lutte contre la désertification dans la région de Maradi. C'est d'abord rendu à Rafa dans le département de Gazawa où elle a visité 2 champs communautaires pilotes exploités par des paysans selon la technique des ailes, une technique culturelle où l'utilisation de la fumure organique permet d'optimiser le rendement. Une initiative appuyée par des partenaires, notamment le Programme alimentaire mondial et pilotée par l'ONG Karkara. Ainsi, dans ce département, il ressort de la réunion de synthèse que la campagne agricole se déroule normalement. Le stade dominant est le talage pour le mil et la croissance ramification pour le légumineuse. Les prix des denrées alimentaires restent relativement en hausse malgré les mesures d'atténuation prises par l'État et ses partenaires. Sur le plan pastoral, le stade de développement des herbacées le plus dominant est la levée avancée. Ainsi, dans son adresse à l'assistance, la ministre de l'Environnement et de la lutte contre la désertification a transmis les salutations du président de la République, chef de l'État, son Excellence Mohamed Bazoum et celle du gouvernement. Elle a abordé certaines thématiques, notamment la question sécuritaire. Elle a demandé à la population de collaborer avec les forces de défense et de sécurité avant d'évoquer l'objectif visé à travers la présente mission. Ça n'est suivi un débat au cours duquel les populations ont salué cette initiative et ont souligné leurs préoccupations et leurs attentes. À Agué, la délégation ministérielle a visité la forêt classée d'Ankada où des cultures sous contrat sont pratiquées. Lors de la réunion de synthèse, la ministre de l'Environnement et de la lutte contre la désertification a transmis les salutations du président de la République qui attache du prix à cette mission. Elle a surtout mis l'accent sur les mesures d'atténuation prises par le gouvernement, notamment les ventes à prix modéré des céréales et des aliments bétail, la distribution gratuite ciblée, la mise en place des intrants et la mise à disposition des engrais. Une question d'ailleurs qui a constitué la préoccupation des paysans touchés de plein fouet par la cherté des engrais sur le marché.
À Agué, tout comme à Gazawa, la question de la coupe abusive de bois et ses conséquences a été largement évoquée. La ministre de l'Environnement et de la lutte contre la désertification était accompagnée dans ce déplacement du gouverneur de la région de Maradi, du président du conseil régional, des conseillers du président de la République et du premier ministre, ainsi que des cadres centraux et régionaux. Restons donc avec la campagne agro-silvopastorale et hydraulique pour signaler que la ministre des Mines, quant à elle, a débuté hier par le département de Falmaï et Boboïse de la région de Dosso, Ali Hachim et Harissou Garba. Après les salutations d'usage avec les autorités régionales et locales, la ministre des Mines, Mme Hussein Hadize Yakouba, a entamé ce périple par la visite de la mini-adduction d'eau potable du village de Tonksare, infrastructure réalisée au profit du CSI du dit village par Vision Mondiale avec une capacité de 20 mètres cubes d'eau. La délégation ministérielle devait par la suite visiter des magasins à Falmey et Birningauré où l'État a placé d'importants tonnages dans le cadre de la distribution gratuite ciblée après 5 autres phases de la vente des vivres à prix modéré. Dans la cité de Lamidou, la ministre des Mines est allée encourager les femmes organisées en groupement qui font du maraîchage, de la transformation agroalimentaire avec l'appui des partenaires au développement. S'agissant des réunions de synthèse de Falmey à Birni, les autorités locales, le gouverneur de la région de Dosso, Al-Bashir Aboubakar, et le président du conseil régional de Dosso, Maman Tourba, ont pris la parole pour magnifier les efforts déployés par l'État dans le cadre de la résilience des populations, de la question sécuritaire et surtout les préparatifs de cette présente campagne d'hivernage. À la lumière des différents exposés, il ressort que les départements de Falmey et Boboï ont tous accusé un retard dans les semis avec parfois des périodes de sécheresse à certains endroits. Fort heureusement, à la deuxième décade du mois de juillet, tous les villages agricoles ont sémé, avec un excédent pluviométrique dans les 2 postes sur les 4 que compte le département de Falmey. La situation phytosanitaire est jugée calme dans l'ensemble avec un bon point des animaux. Les directeurs départementaux ont relevé que d'importants efforts ont été consentis dans les autres secteurs, élevage, environnement, génie rural, avec création d'emplois et d'importantes sommes d'argent injectées au profit des populations bénéficiaires. La ministre des Mines a dans ses exposés transmis les plus vives et sincères salutations du président de la République, son Excellence Mohamed Bazoum, avant d'évoquer plusieurs points saillants de cette mission. Dans le dialogue que nous devons faire ensemble par rapport à l'installation de la campagne agro-silvopastorale et hydraulique, c'est vrai qu'il faut regarder la situation agricole et pastorale. Il faut regarder aussi les différents appuis que le gouvernement a eu à apporter. Nous avons parlé de la présentation de la situation de la maison du paysan. Mais ces maisons du paysan que l'on fait, on ne les fait pas pour le niveau central. On ne les fait pas pour que, quand une mission vient du niveau central, qu'on dise voilà les maisons du paysan qu'on a. Mais on le fait aussi pour que les populations ici comprennent le bien fondé de ces maisons du paysan et qu'eux-mêmes nous relatent quelle est l'utilisation qu'ils en font de ces maisons du paysan et quels sont les bienfaits et quels sont les correctifs qu'il y a lieu d'apporter. D'autres sujets d'actualité tels que le phénomène de la mendicité, la question de la gouvernance locale, la collaboration entre la FDS et les populations ont été largement évoqués par la ministre des Mines. Le volet reportage de cette édition nous amène dans la capitale de Manga où une de nos équipes s'est intéressée à l'installation de la campagne agricole de la dite région. C'est un reportage signé Abdourahmane Boukari. La campagne agricole 2022 se présente déjà sous des bons auspices au niveau de la région de Difa. En effet, les récentes précipitations enregistrées sur l'ensemble de la région ont permis aux cultivateurs d'entamer la présente campagne avec sérénité et plein d'espoir. L'ensemble de nos semis ont déjà poussé. Pour ma part, j'ai semé le mil et le sorgho. Dieu merci, car la saison évolue positivement comparée à l'année précédente, ce qui du reste nous donne de l'espoir. On souhaite, on prie Dieu que ça ira. Cette année, Dieu merci, car la saison s'est installée à temps et évolue à notre grande satisfaction. Nous avons semé le mil, le sorgho, le niébé et l'arachide.
Et déjà, nous avons commencé le labour avec nos bœufs et nos tracteurs. On souhaite que cette campagne réponde à nos légitimes attentes. Ainsi, à la date d'aujourd'hui, l'ensemble des villages agricoles que compte la région ont déjà effectué les semis qui d'ailleurs connaissent une évolution positive. La campagne au niveau de la région de Difa, en tout cas avec les importantes pluies enregistrées cette dernière décade, donc vraiment a permis de boucler, si on peut le dire, pour l'ensemble de nos 695 villages. Donc l'ensemble ont effectué des semis de 1000. Donc comparé à l'année passée, donc l'année passée c'est à peine 84%, mais cette année vraiment vous voyez que c'est l'ensemble des villages qui ont déjà effectué les semis. Vraiment ça évolue en tout cas bien. Le stade le plus avancé c'est la levée avancée, donc, et le moins avancé c'est la levée. Maintenant par rapport à la situation phytosanitaire, on a un foyer au niveau donc, du département de Goudoumaria qui au cours de la décade passée, donc c'était autour de 2500 hectares qui ont été infestés par les sauteriaux, surtout Oz et Dalis sénégalensis. Il y a eu un traitement qui avait commencé. Maintenant, on est dans les 1600 hectares qui ont été traités et que le traitement continue. Le niveau de la pluviométrie enregistrée dans certaines localités est nettement supérieur à celui de l'année précédente à la même période. Globalement, on constate que vraiment l'évolution est un peu meilleure par rapport à l'année passée. Parce qu'il suffit de voir, même en termes de hauteur pluviométrique, on a près de 80% des postes qui sont donc excédentaires par rapport à l'année passée. Donc on peut dire que la campagne vraiment s'annonce bien. Retenons que pour accompagner les paysans et partant assurer le bon déroulement de la présente campagne agricole, l'État a mis à la disposition de la région de Difa plus de 990 tonnes de semences à toutes variétés confondues, 1380 litres d'engrais liquide, 480 tonnes d'engrais solide, 800 sachets de fongicides et 12 119 litres de produits phytosanitaires. Autre aspect de cette édition Hajj 2022, les pèlerins nigériens qui n'ont pas eu la possibilité de faire la ziara à Médine sont en train d'être convoyés par vague afin de l'accomplir. C'est ce que nous rapportent nos envoyés spéciaux Sekou Beri Ibrahim et Lamine Issoufou. Partiront pas, le suspense aura duré plusieurs jours. Finalement, ils y sont. Ils, ce sont les 2124 pèlerins nigériens dont les vols ont atterri à Jeddah et qui n'ont pas eu cette possibilité de faire un tour à Médine afin d'effectuer la ziyarat. Aujourd'hui, c'est donc chose faite et les 2124 pèlerins nigériens sont en train d'être convoyés à Médine par vagues successives. Cette ziara a été rendue possible, il faut le préciser, grâce à la détermination des membres de la commission Koho 2022 et surtout à la bonne compréhension de l'avionneur qui a marqué son accord pour prendre en charge le transport et l'hébergement des pèlerins pendant 48 heures. Une satisfaction donc pour les responsables des agences qui se sentent soulagés et surtout libérés d'avoir respecté tous les engagements contractuels de ce Hajj 2022. Autre satisfaction morale, les pèlerins eux-mêmes qui se réjouissent d'avoir accompli ces rites qui donnent certainement et psychologiquement au Hajj son caractère mabrour. C'est vraiment des sentiments de joie, de fierté, de pouvoir être là, de visite, de partir, de précéder. Contempler ces lieux historiques. C'est vraiment très intense en émotion. Nous sommes fiers d'être là et nous espérons, nous prions Dieu de nous faire revenir ici chaque année. Aussi à noter que les 2124 pèlerins nigériens qui se trouvent à Médine sont accompagnés d'une équipe médicale dépêchée à partir de la Mecque par les membres de la mission Kouhouaj 2022. Enfin, il est important de préciser qu'après la ziyarat, les pèlerins nigériens vont rallier à nouveau la Mecque pour la Umrah avant d'attendre tranquillement leur retour au pays dont les opérations ont déjà commencé. Le comité d'organisation des examens uniques des instituts de formation en jeunesse, sport et économie familiale ont proclamé hier les résultats du concours. À l'issue de ce concours organisé sous la supervision des membres de la ALSIA, on note un taux de réussite de 109,32%. C'est un compte rendu de Hassim Abdoulaye.
Lancé le 20 juin 2022 par le ministre de la Jeunesse et du Sport, Sékou Doro Adamou, et le gouverneur de la région de Niamey, Oudambouka, les résultats globaux des examens uniques des instituts de formation en jeunesse, sport et économie familiale ont été proclamés ce vendredi 22 juillet par les membres du jury. Soucieux d'une formation de qualité et de la crédibilité des diplômes, le ministère de la Jeunesse et du Sport a pris toutes les dispositions pour l'organisation d'examens propres. Les dossiers de candidature ont été minutieusement examinés conformément au texte élaboré à cet effet. Ainsi, les motifs de rejet tournent autour de faux bulletins, des pièces d'état civil non conformes, de diplômes non conformes et d'absence de quittance. 798 candidats, toutes filières confondues, sont autorisés à se présenter répartis dans 6 centres. Les épreuves écrites, pratiques et orales se sont déroulées dans la transparence et l'équité. Les corrections sont réalisées au niveau du centre unique de Niamey. À l'issue de ces étapes, les résultats sont les suivants. Économie familiale. Sur 613 candidates ayant composé, 435 sont déclarées admises, soit un taux de réussite de 70,96%. Pour la filière jeunesse animation culturelle, sur 57 candidats ayant composé, 40 sont déclarés admis, soit un taux de réussite de 70,71%. Pour la filière éducation physique et sportive, sur 119 candidats ayant composé, 72 sont déclarés admis, soit un taux de réussite de 60,50%. Nous avons enregistré un taux global de réussite de 69,32%. Notons que toutes les étapes de ce processus ont été supervisées par les représentants de la haute autorité à la lutte contre la corruption et les infractions assimilées Halsia. Il faut souligner qu'un handicapé malentendant du nom de Jibril Hamani Abdou est admis lors de ces examens. Enfin, la Commission nationale d'organisation a remercié les autorités nigériennes qui n'ont ménagé aucun effort pour une meilleure organisation des examens. L'Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants dispose d'un spectromètre grâce à la République fédérale d'Allemagne. La remise officielle de ces dons qui vise le renforcement des capacités opérationnelles de la cellule aéroportière anti-trafic de Niamey a été faite hier. Hawa Maman Kabir Abdou pour d'autres précisions. Ce don de spectromètre entre dans le cadre du projet pour l'établissement d'une communication en temps réel entre aéroports internationaux AirCop, un projet mis en œuvre par l'Office des Nations Unies contre les drogues et le crime ONUDC en partenariat avec l'Organisation mondiale des douanes et Interpol. La remise d'aujourd'hui d'un spectromètre a pour objet de continuer à rendre plus efficiente la CAT de Niamey pour permettre à cette institution d'avoir des moyens de détection et d'identification de produits et fraudes de tout genre, permettant une meilleure conduite des enquêtes post-saisie efficaces de qualité et de rendre surtout l'aéroport de Niamey plus sûr. L'acquisition par le Niger de cet appareil de pointe résulte de l'excellence des relations de coopération qu'entretiennent le Niger et l'Allemagne. Le Niger étant perçu par la République fédérale d'Allemagne comme un pays qui fait face à d'énormes défis, mais où les autorités sont pleinement impliquées dans la lutte contre le trafic illicite, donc un partenaire sérieux à qui il faut apporter le soutien nécessaire pour l'atteinte des objectifs visés. Le Niger, c'est un pays de transit, et c'est un pays de transit qui a une multitude de ces difficultés de trafic avec des substances illicites à cause du vaste territoire, mais aussi parce que simplement le Niger depuis des décennies est au croisement de différentes routes de trafic à travers le nord du continent africain. C'est l'optimisation de l'intervention de la cellule aéroportuaire anti-drogue de Niamey qui est recherchée à travers l'utilisation de l'appareil. Ce spectromètre, d'une valeur de 42 700 € constitue un appareil de très haute technologie pouvant identifier jusqu'à 13 000 produits à l'état liquide ou en poudre, notamment les explosifs, les précurseurs, les drogues, les médicaments contrefaits, les armes chimiques et les pesticides. Ce don vient à point nommé
car ils interviennent dans un contexte où le renforcement des capacités opérationnelles du personnel de la CAT sur l'identification des produits stupéfiants et autres matières dangereuses se pose avec acuité. Des agents de la cellule aéroportière anti-trafic et de l'Office de répression du trafic illicite des stupéfiants ont auparavant reçu une formation efficace sur l'utilisation du spectromètre, occasion pour eux de présenter l'appareil, son fonctionnement et d'effectuer une démonstration aux invités. Le syndicat national des commerçants du Niger a rendu une déclaration ce matin, une sortie médiatique qui vise à répondre à un collectif de commerçants de Niamey suivant la teneur avec le secrétaire général adjoint du syndicat, Abdou Kaboy. Le bureau exécutif du syndicat national des commerçants du Niger dément catégoriquement toutes les allégations portées sur la personne de son président, Alaï Samaïla Hatimou Di Aya, et considère comme diffamation tous les propos tenus dans la déclaration du dimanche 17 juillet 2022. Depuis son élection à la tête du syndicat national des commerçants du Niger, Alaï Samaïla Hatimou a toujours œuvré pour la défense des intérêts des commerçants du Niger et en particulier ceux de Niamey. Cela est illustré par ses nombreuses interventions à la ville de Niamey pour la réinstallation des commerçants victimes d'incendies et de déguerpissement dans les différents marchés de la capitale. De nombreuses rencontres initiées avec les autorités de la 7e République, au premier rang desquelles le président de la République, pour régler les problèmes qui assaillent les commerçants, contrairement à leurs propos sur les non-assistance en danger aux commerçants. Le bureau exécutif du syndicat national des commerçants du Niger rappelle aux auteurs de la déclaration du dimanche 17 juillet que conformément à l'article 8 du statut et l'article 2 du règlement intérieur, qu'ils ne font pas partie des 72 membres du conseil qui administrent le syndicat. Les délégués de marché sont élus par les commerçants exerçant la même activité commerciale dans ce marché sous la supervision du syndicat régional ou pour un mandat de 4 ans renouvelable. Rappelle également que le président du syndicat national des commerçants du Niger n'a rien à voir avec la gestion interne des marchés en dehors de la défense des intérêts de ses militants. Le bureau du syndicat national des commerçants du Niger réitère son soutien au président El Hadji Samaïla Hatimou Di Aya et aux délégués élus du Grand Marché et les encourage de toutes leurs activités entrant dans le cadre du rayonnement du commerce au Niger. Enfin, le bureau exécutif du syndicat national des commerçants du Niger se réserve le droit de porter plainte pour toute diffamation à l'égard de son président. Activité des partis politiques à présent, la convergence des patriotes pour le changement CPC Karama a tenu ce matin les travaux de son deuxième congrès statutaire. Placé sous les thèmes éthiques et politiques, ce congrès a mobilisé les militantes, militants et sympathisants venus des 8 régions du Niger et de la diaspora qui ont suivi l'activité en présentiel mais également en ligne. Maria Madakou et Hassan Moussa. C'est donc en présence d'une foule immense composée d'hommes, de femmes et de jeunes que ce deuxième congrès statutaire du parti, Convention des patriotes pour le changement CPC Karama, a démarré ses travaux ce matin à Niamey. Placé sous le thème éthique et politique, ce congrès a été le cadre pour le premier responsable du parti pour parler d'abord de leur 7 années d'expérience sur l'échiquier politique national avant de justifier le choix du thème. Le thème choisi pour ce congrès est éthique et politique. Un thème qui cadre parfaitement avec nos convictions et qui est d'actualité. L'éthique, ce sont les principes, les conceptions et les valeurs morales qui structurent une communauté et qui justifie les comportements des individus. C'est tout ce qui nous pousse ou nous retient à faire quelque chose. Elle peut être morale comme religieuse. Certains justifient leur non-engagement politique par l'absence d'éthique dans la politique au Niger, voire la politique en général. On se retrouve avec une équation à plusieurs inconnus. Ceux qui pensent avoir de l'éthique, des valeurs morales donc, ne veulent pas se lancer en politique,
et ceux qui sont dans la politique, en tout cas pour la plupart, ont des problèmes avec l'éthique. Dans ce cas, ceux qui ont de l'éthique sont réduits pour les plus courageux à se plaindre de tout et de rien, et pour les autres à se murer dans un silence complice. À CPC Karama, notre conviction est que la politique, plus que tout autre domaine de la vie, a besoin d'éthique, de principes moraux, parce que ce sont les politiciens qui gèrent la vie des individus et de la nation. Aussi, ce moment de retrouvailles et d'échanges entre les militants de ce parti a été mis en exergue par les différents orateurs qui se sont précédés, notamment le secrétaire général du parti au titre de la région de Niamey, le représentant des délégations régionales, celui de la diaspora et les représentants des partis amis, à savoir ceux des partis non affiliés, de saluer la tenue de ces assises qui marquent la vitalité du CPC Karama, tout en saluant la mobilisation remarquable des militants à ce deuxième congrès statutaire. Ces orateurs, parmi lesquels le coordinateur des partis non affiliés Adolphe Sagbo, n'ont pas oublié de les entretenir sur leur statut dans la sphère politique nationale avant de les exhorter à garder le cap. Enfin, ils ont profité de l'instant pour demander à tous et à chacun de beaucoup prier pour la paix et la sécurité au Niger et pour que Dieu Tout-Puissant gratifie le Niger d'un hivernage fécond. Le parti Rassemblement démocratique des forces pour le développement RDFD de Lili, lui, clôt ses travaux de son deuxième congrès ordinaire ce matin à Niamey. À l'issue du congrès, de nouveaux responsables ont été élus. Nefissa Badamassi pour le compte rendu. Le deuxième congrès ordinaire du parti Rassemblement démocratique des forces pour le développement RDFD de Lili a pris fin cet après-midi après 2 jours d'intenses travaux autour du thème paix et institutions durables. Les participants ont formulé des résolutions suivies des recommandations à la fin des travaux. Déclencher dans les mois à venir le renouvellement des coordinations régionales, y compris la coordination de la diaspora, à rester solidaire et bienveillant vis-à-vis du groupe des partis politiques non affiliés auxquels le parti milite et apporte sa part de tâches, à soutenir le président de la République lorsqu'il s'agit de la restitution de la paix sur toute l'étendue du territoire national. Encourager les jeunes à travers des sensibilisations, des débats sur la bonne gouvernance, l'éducation civique et électorale. Impliquer les femmes dans toutes les actions du développement et du respect de leur représentation au sein des différentes instances régionales, départementales, communales et dans des comités de base. Procédant à la clôture du congrès, le vice-président du RDFD de Lili a tenu à féliciter et remercier le comité d'organisation ainsi que le bureau pour le travail remarquable abattu. Plusieurs problèmes auxquels le pays fait face ont été évoqués à ce deuxième congrès. Notre ambition de construire au cœur de l'Afrique une nation forte, prospère et solidaire repose sur les 5 axes suivants. La refondation de l'état de droit, la restauration de la paix et la sécurité sur l'ensemble du territoire national, l'instauration de la bonne gouvernance, l'amélioration des conditions de vie de la population avec un accent particulier sur la jeunesse et la femme. Étant un parti non affilié, ce congrès a enregistré la présence du coordonnateur des partis non affiliés et aussi la présence des membres du RDFD de Lili de la diaspora. Il faut aussi noter que le RDFD de Lili est un parti qui regroupe des jeunes et des femmes engagées. Son slogan reste engagement, travail, d'unité. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est sur ces images que prennent fin cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi.